Bonsoir à tous. Vos vacances, elles sont forcément belles quand vous les passez en compagnie de cette charmante équipe dans le talk des vacances tous les jours de la semaine de 19h à 20h30. Les sujets sont encore croustillants et vous encore, vous avez le droit de commenter. Rihanna a décidé de lire vos commentaires aujourd'hui. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Et bienvenue au talk des vacances. Et je vais lui demander pardon pour ne pas me faire mentir. La Rihanna qui va certainement donc confirmer qu'elle lira les commentaires aujourd'hui. Bonsoir encore, bonsoir chers amis. Bonsoir. Bonsoir chers amis, bonsoir chez vous. Comment ça va? Comment ça va? Quelqu'un m'a dit, mais quand tu les salues sur le plateau, là, vous ne vous êtes pas vu avant? Bon, dans le métier, c'est comme ça. On s'est vu? On se revoit sur le plateau. On se voit on doit se saluer pour vous, en fait. On se voit mieux. On se voit devant les écrans. C'est parce qu'on vous respecte. Hein, c'est pour votre respect quand nous, on se salue ici sur le plateau. Eric André, tu as sapé. Hein. Merci. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Bien sapé. Merci. C'est pour ça que j'ai fait l'intro là-bas. Le bombeur. Ah ouais. Comment ça va? L'humilité a très bien, Tu liras les commentaires? Je lirai les Je vais très commentaires. J'ai même dit à vos claviers, donc j'attends. D'accord. Gandhi. Ouais, comme d'habitude, hein, ça va, hein, le moral est au niveau et puis ça va. Je profite pour saluer tous ceux qui nous suivent depuis la diaspora, tous ceux qui sont allés en fait se chercher pour revenir en fait, voilà. Et principalement sans à oublier toutes ceux qui ces calent. dames là qui sont en fait seules pour s'occuper des enfants. Bientôt c'est la rentrée scolaire. Voilà. Oh. À toutes les dames. Oh. Gandhi est beau ce soir surtout. C'est mon quotidien. Oh. C'est touchant ce Il message. fallait pas faire compliment. Mais Quand il est beau, il fait de belles choses. En fait. Il y a quelqu'un qui rapproche son style vestimentaire souvent donc, à un certain parti politique. Ah, je ne vais pas dire c'est quel parti politique. Tout le monde s'habille comme ça aujourd'hui. Tout le monde, tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues. Mais c'est beau ce que tu merci. portes. D'accord. Alors, Goyi Arnaud, comment Eric, ça va? Oui, ça va très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir Eric. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Je rappelle que je ne sais pas si tous ceux qui portent des dreads sont des rastas. Hein? Mais bon, c'est un ancien rasta parce qu'il en portait avant. Bon. On ne sait pas s'il va replonger dans le style après. Mais de toute façon, ça aussi, ça te va. On verra bien. Il y a On ses verra initiales? bien. Ah, d'accord. Goyi Arnaud, c'est vrai. Ah oui, c'était un cadeau du Burkina. Ah, mais très bien. Il était au Face Burkina au pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il a eu chaud là-bas. Ça fait penser à Comment ça va, Aïcha? Ça va très bien et toi Eric? L'assortiment en matière de couleurs, donc des sourcils, des cils, et des cheveux et du noir à lèvres, tout ça, bon. Et pourtant c'est pas du noir, mais merci pour le... C'est pas du noir? Non. D'accord. Mais merci pour le compliment. Il y a des choses que je vous dis ici sur ce plateau, on me fait parler quand je rentre à la maison après. Donc je vais éviter. Merci beaucoup, merci. D'accord. Écoutez, on est très contents. Quand on le manifeste ainsi, on aimerait vous contaminer, donc pour que vous aussi vous soyez très heureux quand vous êtes avec nous, quand vous nous regardez à la télévision, sur Live TV, la télé sans filtre et l'info du jour. C'est une très bonne nouvelle. On y va tout de suite avec l'info du jour pour commencer. Et cette info du jour, c'est bien dans la politique nationale. Le mouvement Génération Capable célèbre son 2e anniversaire. Le MGC de Simone et Yves Gbagbo a 2 ans aujourd'hui. On va vous dire ensemble, joyeux anniversaire au mouvement Génération Capable. Donc c'est son 2e anniversaire. Très bien. Alors, parlons de ce parti. Okay. Depuis 2 ans qu'il existe, son idéologie, son parcours. On essaie de revoir au peigne fin peut-être ce parti jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, ça fait 2 ans que ce parti est né. Il est né de la volonté de Mme Simone Gbagbo et d'autres camarades également avec elle de créer une dynamique différente de celle qui existait au sein du FPI et puis bon, plus récemment au sein du PPACI. Mme Simone Gbagbo, on la connaît, hein, c'est une compagne de Laurent Gbagbo de longue date. Elle a participé à toutes les luttes pour l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire, notamment au milieu des années 80, années 90, jusqu'à l'accession de Laurent Gbagbo à la magistrature suprême en 2000. Finalement, il y a eu un divorce matrimonial, mais aussi politique entre elle et son époux d'hier. Et depuis 2 ans, elle est à la tête de la formation mouvement des générations capables. Ce mouvement a participé aux différentes élections qui ont eu cours dans notre pays ces dernières années, notamment les régionales et les municipales. Dans certaines régions, ils sont allés tout seuls. Dans d'autres régions, ils se sont associés à d'autres partis politiques, notamment à Cocody, où la liste qu'ils ont soutenue a remporté, donc ils ont des conseillers municipaux. La liste du maire actuel de Cocody, la liste PDCI.
Et ce mouvement, on le voit, il est également très actif, notamment dans la réunion de l'opposition pour pouvoir obtenir des conditions plus équitables électorales pour les prochaines échéances à venir. Donc c'est un parti qui est certes jeune, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en Côte d'Ivoire, on a plus de 100 partis politiques. On n'entend pas parler de tous les partis politiques forcément, mais elle a su se réinventer, construire un nouveau mouvement, et puis on verra bien jusqu'où ira ce mouvement. Sur l'échiquier politique national, est-ce qu'on peut parler du poids de ce parti aujourd'hui, Gandhi? Véritablement, quand on veut parler en termes de chiffres, ce ne serait pas possible. Mais je pense que si on veut parler en termes de mobilisation, en termes de dynamisme, on peut quand même compter avec elle. Si on peut parler en termes d'élus locaux, oui, comme l'a dit tout à l'heure Goï, parce que tout simplement, elle a été candidate de liste pour les municipales, elle a des conseillers, donc on pourrait parler, mais véritablement, si on veut parler de chiffres, à l'instar de tous les partis politiques ivoiriens, on ne peut pas donner une base de données chiffrées, mais je pense que même en termes d'élus, elle n'en a pas, donc on ne peut pas véritablement parler de ce parti-là, véritablement. Voilà. D'accord. Non, ce parti, c'est un parti qui a fait quand même son bout de chemin avec beaucoup de, j'ai envie de dire, entre guillemets, de sagesse, parce que c'est vrai que depuis la création de ce parti, il n'a pas été au cœur de mauvais buzz, entre guillemets. C'est un parti qu'on a vu se positionner sur des sujets importants, qu'on n'a pas vu forcément tirer à balles directes sur d'autres partis ou sur d'autres mouvements politiques. Donc ça reste intéressant. C'est un parti qui se positionne très bien aujourd'hui dans le jeu des prochaines élections. On ne sait pas comment, mais en tout cas, c'est un parti qui joue un rôle important, qui a su se positionner, mais parce que son leader aussi est un leader qui a une histoire avec la Côte d'Ivoire, parce que Madame Simone et Yvette Gbagbo donc, a été la première dame de la Côte d'Ivoire, donc connaît notre pays déjà, connaît les maux de notre pays et sait justement sur quoi est-ce qu'il faut jouer pour pouvoir se positionner comme c'est en train de se faire avec le MGC. Donc joyeux anniversaire au parti et on attend de voir, on est curieux de voir en tout cas le poids justement de ce parti-là lors des prochaines élections. Et quand on parle de poids, on se demande finalement, quand l'un a refusé donc d'être le chef de l'opposition, est-ce que Simone et Yvette Gbagbo pourraient se positionner donc dans elle qui s'est rassemblée aujourd'hui, qui essaie de rassembler l'opposition d'une certaine façon pour essayer à leur façon donc de corriger ce que selon eux il y a à corriger donc au niveau du système électoral en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle peut se positionner comme chef Oui, tout à fait. C'est une figure de l'opposition actuellement. Elle a réussi à réunir, malgré la jeunesse, entre guillemets, de son parti. Oui, il est relativement jeune, 2 ans. Elle a réussi à réunir pas mal d'autres partis. Malgré... Alors, c'est un jeune parti, mais c'est une figure qui est ancienne, une figure politique ancienne, donc une figure qui fait autorité, malgré tout. Elle a été première dame, effectivement, pendant une décennie. C'est une figure qui rassemble, c'est tangible, hein, qui rassemble avec un projet quand même de rassemblement derrière, celui en tout cas de révision de la liste électorale, c'est mieux que rien, c'est déjà un projet. Et puis elle a l'expérience de la chose politique, ça c'est très important aussi. Donc je ne sais pas si on peut parler aujourd'hui de chef d'opposition, est-ce qu'on a une opposition aujourd'hui qui est unie véritablement sur une chose concrète bon, ça se dessine en tout cas, mais c'est une figure en tout cas de l'opposition qui je pense, a des choses à dire. D'accord. Landry, moi, je veux rappeler en fait des faits, peut-être qu'on ne connaît pas assez. Simone Gbagbo, comme on le dirait, je dirais Yves Simone, ce serait mieux à l'heure actuelle. Yves Simone, docteur Yves Simone. S'il te plaît, docteur, parce que c'est ancien. Oui, docteur, oui, je viens. Docteur Yves, elle est d'abord enseignante de formation. Et puis, certains ne le savent pas, mais elle est d'abord syndicaliste. Elle a géré le SINARES, elle a dirigé le SINARES déjà en 1982, quand Pierre Kipré démissionne. Elle a su l'intérim et elle est formatrice parce que, déjà depuis la clandestinité, parce qu'elle a fait la clandestinité, elle rencontre Gbagbo Laurent dans la lutte. C'est un amour politique qui se rencontre dans la lutte, les deux personnes se rencontrent. Elle a fait plusieurs fois la prison et elle intervient en politique. Elle a été députée, elle a été présidente du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien d'alors. Et aujourd'hui, elle a tous ces atouts-là pour être véritablement, comme l'a dit l'autre, leader de l'opposition. En fait, il lui reste maintenant à être élu. Mais je veux dire, elle a le background et c'est une femme résiliente et qui est battante. Elle connaît la Côte d'Ivoire et elle connaît presque tous les dirigeants. Maintenant, le temps va faire son effet, mais quoi qu'on dise, après la séparation, la rupture, elle est restée zen et elle a pu quand même maîtriser cette capacité-là à rester jusqu'à ce qu'on parle encore d'elle, elle n'a pas disparu. Donc c'est à applaudir et je pense qu'avec le temps, ce qu'on peut aujourd'hui lui souhaiter,
c'est de faire en sorte que son parti devienne un parti national et c'est de montrer aujourd'hui d'autres visages en dehors d'elle qui puissent être en fait des pacemakers pour son parti. Donc bonne chance à elle et joyeux anniversaire. Oui, leader d'opposition, je ne suis pas très sûr. Mais une chose est claire, c'est une figure qui est capable de rassembler dans l'opposition. Maintenant, aller jusqu'à se rassembler derrière elle pour un projet, pour une candidature, je suis plutôt pessimiste pour ça. Mais en tout cas, comme Gandhi le disait, son expérience, son vécu politique, le fait qu'elle a été députée, présidente de groupe parlementaire, première dame, fait plusieurs fois la prison, tous ces éléments-là accumulés font d'elle une véritable femme politique. Et surtout, ce que je trouve intéressant également dans sa démarche ces dernières années, c'est beaucoup de partage. Elle entretient beaucoup de jeunes filles, leur partage son expérience professionnelle, partage avec beaucoup de jeunes. J'ai assisté à plusieurs de ces partages d'expérience. C'était très, très, très intéressant. Des choses qu'elle a vécues, des conseils qu'elle donne à la jeunesse, comment elle se projette pour l'avenir. Sa vision également sur la décentralisation. Elle en a parlé dans plusieurs de ses sorties. Je trouve très, très intéressant cette démarche et l'expérience qu'elle a. La seule chose qu'on n'a pas encore entendu dire, c'est son éventuelle participation aux élections en 2025, comme candidate ou pas. On est accroché peut-être à ses lèvres. On se dit, est-ce qu'elle va le faire, est-ce qu'elle va le dire? On ne sait pas, ou bien soutenir un candidat c'est l'objectif premier d'un parti politique, hein, donc je pense que le MGC était déjà en train de faire ça, il était en train de pouvoir, comme on dit, installer ses bases. Et je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit, tous les acteurs politiques, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas aussi briguer la magistrature suprême. Elle en a les atouts maintenant. Elle est éligible? Oui, elle est éligible. Voilà, c'est un fait majeur. Elle est éligible, contrairement à... Bon, je ne voudrais pas citer, je ne voudrais pas faire de comparaison, mais je pense que rien ne l'empêche à être, en fait... elle ne sera pas la première femme à être candidate. Mais au moins, je pense qu'elle en a les compétences et elle peut aller, en fait, à l'aventure présidentielle. Très bien, justement. Quand on parle d'éligibilité, on parle de l'appel de Beaunois, justement. Sa position aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'elle est claire par rapport à l'appel de Beaunois? Rayana, est-ce que sa position est claire aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'elle va y répondre? Justement, on ne peut pas dire que la position est claire parce qu'on n'a pas de réponse tout simplement, mais en tout cas, on sait qu'elle fait partie de l'opposition. Il n'est pas impossible qu'elle puisse répondre à cet appel, mais en attendant, moi je trouve qu'elle est quand même assez constante dans les activités, dans les actions qu'elle mène en ce moment. Je pense qu'elle se positionne sur des sujets clés. En tout cas, de ce que j'ai vu jusque-là, elle se positionne sur des sujets clés qui ont une certaine pertinence. Donc, on attend de voir dans les prochains jours ce qui se passera. D'accord. En attendant, nous, on souhaite un joyeux anniversaire encore au MGC. Et puis, dernière question. Un homme politique est toujours soutenu par des gens, par des hommes forts, des femmes fortes autour. Qui sont les pions du MGC aujourd'hui? Pour ceux que j'ai eu à voir, il y a quelques profs d'université. Certains étaient membres du FPI et d'autres ne l'étaient pas. En termes de grosses têtes, c'est surtout ceux-là que j'ai déjà vus autour d'elle. Ce qu'il faut citer, il y a d'abord des anciens élus. Quand je prends l'ancien député d'Adjamé, Diomandé Mambi, qui est avec elle. Quand je prends comme on appelle l'ancien ministre Kofi Lazare. Quand je prends l'ancien président du conseil général de Bondoukou, qui a été aussi ministre 4 mois de Gbagbo Laurent, qui sont des grandes pontes quand même du FPI du passé. Je pense qu'elle a toute cette armada d'intellectuels avec elle. Mais je dis qu'il y a quand même mieux, elle doit présenter de nouveaux visages. Et la dernière fois, on a vu son adjoint qui est professeur Traoré, Dominique, qui sont des universitaires. Mais je pense qu'avec le temps, elle va nous présenter. Mais elle est partie aussi avec de grandes têtes du Front populaire ivoirien qui ont été des élus et qui ont été des ministres. Voilà. Après, c'est pas facile de se frayer un chemin en solo, comme ça, dans une carrière politique qui a toujours été en duo pendant très longtemps. Donc c'est aussi un défi à relever pour cette dame. Mais elle l'a très très bien fait. Elle l'a très très bien fait parce que j'ai trouvé son retour après les événements de 2010. J'ai trouvé son retour assez... J'aime bien utiliser le terme sage parce que ça s'est fait vraiment sans conflit. Elle est revenue sur la scène politique de façon pertinente avec une offre, donc avec ce parti politique qui est, je pense, un projet dans lequel elle met toute la maturité qu'elle a pu avoir lors de ce parcours politique qui a duré quand même quelques décennies. Très bien, on a fait le tour de la question de l'anniversaire du MGC de Simone Gbagbo, de Dr Yves. Quand vous allez finir de fêter, que vous avez pris des décisions, notre plateau est ouvert. On nous a dit, lance l'appel à tous les partis politiques. Le plateau du Truc des Vacances est ouvert. Donc venez nous rejoindre ici pour nous partager vos nouvelles décisions quant aux différents appels et puis aux futures échéances électorales en Côte d'Ivoire. Poursuivons cette émission avec le fait du jour.
Nous les attendions depuis très longtemps déjà, donc les conditions d'entrée, les conditions d'obtention du visa pour les Ivoiriens, détenteurs du passeport ordinaire au Maroc. Alors, ces conditions-là sont finalement présentées. Ok, on va en parler là tout de suite. Désormais, tous les Ivoiriens détenteurs du passeport ordinaire, dit passeport vert, quittant Abidjan pour Casablanca, sont astreints donc, à l'obtention d'un visa, on le sait, auprès de l'ambassade du Royaume, avant tout embarquement. Que sait-on de ces nouvelles conditions, Rayana? Est-ce que tu veux que je les énumère? Bah oui, s'il te plaît. Alors, on a déjà le formulaire de demande de visa d'entrée au Royaume du Maroc, 2 photos d'identité en couleur sur fond blanc, 3 x 4 cm, récentes montrant clairement les traits du visage, un extrait d'acte de naissance, la carte de séjour ou tout document donc, en tenant lieu. On a aussi le passeport en cours de validité, dont la validité également, où le titre du voyage doit être supérieur à la durée du séjour. Une photocopie du passeport, donc les pages indiquant l'identité et la validité. Le relevé bancaire ou une attestation de prise en charge, donc dûment légalisée en cas de visite familiale, comportant garantie de prise en charge des frais, des soins médicaux et de rapatriement éventuel. On a également donc une réservation de titre de transport aller-retour non confirmé, une réservation d'hôtel ou une présentation donc d'un coucher. On a également des pièces donc à présenter au moment de la délivrance du visa, donc notamment l'assurance de voyage, le titre de transport aller-retour avec la réservation. Mais ce qui est intéressant et ce qui intéresse les gens, je pense, c'est le délai donc d'obtention de ce visa qui va jusqu'à 3 jours. Et en termes de tarification, on va être donc sur 14 000 francs pour une seule entrée et 20 000 francs pour 2 ou multiples entrées. Très bien. Est-ce qu'on est sur le chemin pour résoudre le problème ou la problématique qui a envoyé Gandhi cette situation? Je pense qu'on est sur le chemin parce que, comme on l'a dit, le visa, là, il est limité dans le temps, il est là pour 2 ans. Mais en fait, ce que moi, je voudrais signaler à travers en fait, ces clauses-là, il faut aller plus loin avec tous ceux qui sont reconnus coupables de frauder sur la nationalité. C'est-à-dire aujourd'hui, tous ceux qui sont fraudeurs sur la nationalité, c'est comme un délit. Mais je pense qu'il faut aller plus loin pour criminaliser peut-être cette infraction-là. Que tous ceux qui sont à partir d'aujourd'hui coupables d'avoir fraudé sur la nationalité puissent aller en fait jusqu'au crime pour les condamner peut-être à 10 ans au moins. Je pense que ça va peut-être dissuader. Ça, c'est des raisons. Tout à l'heure, quelqu'un va le dire peut-être. Parce que ces documents, on peut toujours les falsifier. Vous voyez. Mais je pense qu'il faut aller plus loin pour dissuader toute velléité de fraude. Voilà, c'est ce qui est important. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pris des décisions. L'État a sa part des responsabilités parce que quand on fraude, c'est vrai qu'il y a des fraudeurs, mais en amont, il y a des gens qui sont des complices de la fraude, qui sont la plupart du temps les gens de, comment on l'appelle, les gens du service, en fait, ceux qui sont appelés à pouvoir faire le passeport. Donc pour moi, ceux qui vont désormais frauder sur la nationalité, on doit corser la sanction pénale. Ça va dissuader au-delà de ce qu'on peut pouvoir. Mais c'est applaudi parce qu'on avait... La raison fondamentale, c'était de diminuer ou bien réduire toute fraude sur la nationalité. C'était ça la raison fondamentale. On est sur le chemin, donc? Oui, on est sur le chemin. Puisque, pour ma part, on est sur le chemin. Même si les avis sont partagés, je pense qu'on est sur le chemin. On va revenir à Rayana qui remet la tête dans le sens du négatif. Voilà, c'est quand même de bonne guerre. C'est un débat, les avis sont partagés. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Mais là, on donne la parole à Aïcha, déjà. Je ne vois pas en quoi on a avancé. Je ne vois pas trop ce qui a changé. C'est les mêmes demandes qu'on fait pour tous les visas en général, classiques. Je ne vois pas l'avancée majeure. Je ne vois pas non plus comment est-ce qu'on peut, avec ce type de document qu'on demande à ma foi, que tous les pays demandent en général, classique, comment est-ce qu'on peut arrêter l'immigration clandestine, qui a été ciblée comme le problème, en fait. Et la cause de ce visa qui a été mis en place, remis en place, et à la demande de Est-ce que c'est l'immigration clandestine? C'est, je veux dire, l'identification de ce grand nombre d'immigrants comme étant ivoiriens. Oui. C'est cela l'une des grosses problématiques. Oui, je veux dire, je ne vois pas, parmi les documents qu'a cité Rayana, je ne vois pas le document en question qui va peut-être nous permettre de faire le distinguo. Tous ces documents sont falsifiables. Je vais parler français. Tous ces documents sont falsifiables. Donc je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait... Il faut nous expliquer peut-être comment est-ce qu'on pourrait déceler ça, si je peux juste terminer. Falsifiable, mais on peut les authentifier quand même pour faire la différence entre les faux et les vrais. Mais là encore, ce qui est encore bon, c'est que les étrangers auront des difficultés à venir maintenant dans le pays pour pouvoir s'établir un visa. Parce que c'est ça, en fait, le problème. Par le passé, déjà, depuis leur pays, ils pouvaient déjà se rendre au Maroc et dire qu'ils sont ivoiriens. Voici le problème. Aujourd'hui, quand on est ivoirien, il faut forcément avoir un visa dans notre pays. Vous voyez? Parce qu'on s'est retrouvé avec 14 000, les chiffres que je donne, ce que Frontex donne, 14 000. Quand on fouille, il n'y a pas plus de 1000 Ivoiriens, il n'y en a pas plus de 500. Comment ils font? Voilà. Donc déjà, je pense que c'est une avancée notable. Même si elle n'est pas
ce qu'on pourrait appeler une panacée, mais déjà, il y a un plus à gagner. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Bon, voilà, moi, ce que lui voit comme une avancée, moi, je le vois comme une reculée. Reculée diplomatique, reculée de bonnes relations entre deux pays dits frères, reculée de même... en termes d'administration, c'est beaucoup plus contraignant en fait de devoir faire un visa et c'est même payant. D'ailleurs, je le redis, je ne veux pas changer de position. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer un visa, ça c'est un fait. Et effectivement, on a les moyens de payer un billet d'avion, on a compris. Mais vous avez compris aussi ce que je veux dire, c'est que c'est plus contraignant. Le visa n'est pas là pour... C'est 14 000 francs quand même. Comment? C'est que 14 000 francs. Mais justement, c'est également des frais de naissance, c'est des procédures à faire. Quand on va en Italie, au Canada, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va dans les autres pays, comment on fait? C'est justement pour cela que les pays négocient pour pouvoir avoir des entrées. Au Maroc, ça s'est fait après de longues négociations diplomatiques. Ne parlez pas tous ensemble. Quand le pays négocie à l'heure actuelle pour réduire en fait, la fraude sur la nationalité, qu'elle se donne un deadline de 2 ans pour pouvoir endiguer le mal. Où est le mal? Mais en fait, où est le problème? Ce que je veux comprendre... Oui. En quoi, soyons pragmatiques, hein, honnêtement, on a un problème ici, c'est qu'il y a une fraude sur la nationalité. Oui, en quoi instaurer un visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, qui est un pays dans le monde entier, vient régler le problème qu'on a concernant la fraude sur la nationalité? Il faut déjà arriver à identifier. Je veux dire, réglons le problème. Réglons le problème à sa base. On n'est pas en train de régler le problème. Là, c'est vraiment une façon très isolée de régler le problème sur un petit. En fait, franchement, pour moi. De quelle façon? En créant des services non corrompus, en arrêtant le copinage, en créant des gens compétents qui feront sérieusement les recherches et qui donneront les papiers à ceux qui doivent avoir les papiers en règle. Donc, il faut qu'on règle un problème qui est interne, qui n'est pas externe. Bon, après, c'est notre point de vue, hein. Voilà. Oui, je tiens quand même à rappeler que jusqu'à l'année passée, selon le ministre en charge de la bonne gouvernance d'alors, la corruption faisait perdre à la Côte d'Ivoire plus de 1300 milliards. Plus de 1300 milliards. C'est le budget de certains pays africains. Voilà. Donc c'est pour dire qu'on a ces problèmes-là également à régler. Et puis ce que je retiens aussi, c'est que ça ne concerne que nous, nos passeports, hein, parce que pour tout ce qui est passeport diplomatique, les autorités, leurs familles peuvent voyager tranquillement, sans rien payer, sans avoir à faire. Et vous pensez qu'il y a un déséquilibre à ce niveau? Il y a une justice à ce niveau, selon vous? Oui. L'État a du mal à endiguer la fraude sur la nationalité, c'est l'État qui doit être efficace. Et parce que l'État n'y arrive pas, nous, on doit payer plus cher, nous, on doit faire des procédures. On parle de 14 000 francs, mais il y a des extraits de naissance à faire, il y a des réservations, il y a le transport qu'il faut faire. Votre extrait, si vous êtes né loin là-bas dans le Nord, on sait que les services ne sont pas suffisamment digitalisés. Vous ne faites pas votre demande depuis Abidjan. Vous devez faire établir l'extrait depuis là-bas. Donc, il y a toutes ces formalités-là additives. Je ne te fatigue même pas à citer tout ça. Je veux dire, rien que ces 14 000, honnêtement, je veux dire, à quoi ça sert d'instaurer un visa avec ce montant-là? Vous pensez vraiment qu'une personne qui a falsifié une nationalité ne peut pas payer 14 000 francs pour... Je veux dire, et là, je prends vraiment des mots qui ont été tournés en dérision sur la toile depuis ces derniers jours, quand les montants étaient affichés. Franchement, pour moi, instaurer un visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ne vient pas régler le problème de ceux qui font la fraude à la nationalité ivoirienne. Ça, pour moi, c'est pas... Alors peut-être qu'il y a eu la bonne volonté de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire donc à Rabat de vouloir contribuer à sa façon ou à son échelle à réduire ces fraudes-là. Mais dans ce cas, il faudrait qu'on instaure, qu'on s'enclave complètement, qu'on ferme nos frontières, que plus personne ne puisse sortir, qu'on attrape tout le monde, qu'on vérifie la nationalité de tout le monde. C'est vraiment pour vous dire qu'on est vraiment dans un... Pour moi, on est sur des mesures qui ne règlent pas le problème. Et puis c'est sur une durée de 2 ans. Donc moi qui ai envie de frauder, finalement j'attends 2 ans et puis dans 2 ans je réessayerai, c'est tout. Non, en fait moi ce que je ne comprends pas, c'est que ceux qui contestent, en fait ceux qui ne sont pas d'accord, tout le monde est unanime pour dire qu'il y a la fraude sur la nationalité, qu'il y a des allures en fait exponentielles, en fait. Mais en fait les gens ne proposent pas. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que c'est pas que... Non, je finis. C'est pas que le Maroc, là où il y a un visa. Et comme je le disais tout à l'heure, à situation exceptionnelle, il y a des solutions exceptionnelles. On dit, voici en fait l'état des lieux pour qu'on puisse endiguer. Voici que sur 2 ans, on décide de faire un tri. Parce que le visa, la réalité, c'est un tri. C'est une sélection quand on fait un visa. Par le passé, on n'avait pas besoin de visa. N'importe qui pouvait se lever avec sa pièce d'identité. L'État de Côte d'Ivoire décide de dire, bon, désormais, on va voir plus clair dedans parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui fraudent sur la nationalité. Ça gonfle les chiffres et ça n'a pas bonne image, ça n'a pas bonne presse pour notre pays. Alors pour ça, voici ce qu'on a proposé. Mais quand les gens proposent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, je ne vois pas les contre-propositions. Parce que là, aujourd'hui, c'est de faire les contre-propositions. Nous ne sommes pas d'accord, voici ce que nous proposons. C'est ça le débat. Il ne s'agit pas de dire on n'est pas d'accord parce que tout visa, partout visa, il faut toujours payer. Et comme le dirait l'autre, la sécurité a un coût.
Voilà, Gandhi, ça fait combien d'années? Le problème de l'immigration, ça date de quand? Oui, mais justement, même quand un problème date de plusieurs années, il faut toujours le solutionner. Qu'est-ce que tu aurais voulu? En fait, moi, ce que je veux comprendre, tout ce temps, on n'a pas la solution. Vous ne donnez pas. Oui, parce qu'on a l'impression que comme ça vient du gouvernement, on s'est dit... Pas du tout. Non, c'est pas ça. Mais je ne comprends pas. Je veux dire... Laissez-le terminer comme ça, quand il chante. Je veux dire, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord qu'on frontifie la nationalité. Tout le monde est d'accord qu'on frontifie la nationalité. Mais personne ne dit, par exemple, on est d'accord, on frôle sur la nationalité, qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord avec Gandhi dans ce sens. Je suis d'accord. Non. Pourquoi tu es d'accord avec lui? En fait, qu'est-ce que tu contestes? Laissez Rayana. Je suis d'accord avec Gandhi dans le sens où on a un problème, il faut une vraie concertation donc au niveau national pour trouver des solutions à ça. On est vraiment d'accord sur ce point et je pense qu'on a vraiment des gens qui ont été élus pour réfléchir à ces questions-là. Mais quand on nous donne une solution qui, pour nous, ne règle en rien le problème, on a le droit de dire cette solution ne règle en rien le problème. Je ne conteste pas ça, mais en fait, moi, je dis, même quand on dit qu'on n'est pas d'accord, parce que ceux qui ont aujourd'hui dit, sur 2 ans, on peut dire, en fait, qu'aujourd'hui, il y a un visa, c'est pour pouvoir endiguer ce mal. Parce que, vous savez, la nationalité, c'est un élément très important. C'est un lien juridique qui lie un pays et un individu. Si des gens peuvent se retrouver, pour salir le nom de votre pays, se retrouver à l'extérieur avec des chiffres, pour dire qu'ils sont ivoiriens, à la réalité, qu'ils ne le sont pas, c'est qu'il y a problème. C'est tout. Et quand il y a un problème, il faut une solution. Quand il y a un problème, il y a une solution. Mais attends, quand il y a un problème, il y a une solution. Moi, je vous donne l'exemple de 2 choses, comme on appelle. Qui paye tout? Attends, l'État qui paye. Moi, je donne un exemple, ça n'a rien à voir. Par le passé, à l'université, les inscriptions étaient de 6 000. Le monde a évolué. Aujourd'hui, on est à 30 000. Au fur et à mesure que nous bougeons, que nous évoluons, dans la dynamique de la vie, on prend des nouvelles conditions, on corse les choses, ainsi de suite. Si on vous pensez que pour les populations, oui, c'est ça l'évolution de la vie pour toi. Mais attends, en fait, mettre plus de charges. L'État providentiel est fini. Tu vas intervenir juste après lui. Oui, on a fini à l'État providentiel où on donnait tout autant d'Oufoué-Bagnon, on partait à l'hôpital. Même aujourd'hui, quand on va à l'hôpital, mais là, c'est au Maroc qu'on donne de l'argent, c'est pas l'État de Côte d'Ivoire. Oui, mais on donne l'argent au Maroc. 10 000 personnes qui font des demandes de passeport. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, je suis d'accord que tu contestes, mais tu ne proposes pas quelque chose. Mais on en a proposé. La proposition que tu fais, c'est quoi? On peut parler maintenant. Oui, mais justement, c'est un débat. Il n'a peut-être pas entendu, donc on va répéter. Ce problème, on n'a pas dit non. Hein. Cette solution, c'est une solution temporaire. Pourtant, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond qui permet le fait qu'on ait des faux passeports, autant de documents qui sont faux. Ça ne vient pas du Maroc, ça peut venir du Maroc, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c'est un problème interne. Et j'ai parlé de ça brièvement une fois, mais c'est un problème de fond. Il faut régler le problème de compétences et même d'orientation. Il faut balayer l'administration aussi, peut-être. L'État a commencé à balayer l'administration au niveau de plusieurs services. Peut-être qu'il faut continuer également et mettre des gens qui sont compétents et qui ont envie de faire ce qu'ils font sans être corrompus. Donc évidemment, il faut créer de la richesse dans le pays aussi pour que les gens arrêtent d'être corruptibles. C'est un problème de fond, monsieur, qui ne se réglera pas en 2 ans, qui se règle sur la durée. Voilà. D'accord. Est-ce que ces solutions-là non, mais je pense que la solution, elle est en train de dire, au lieu que ça soit 2 ans, parce que moi, je veux dire, tout là où on a institué le visa, même par le passé, les pays européens, on n'avait pas de visa. On part d'un fait et on instaure toujours un visa. On part toujours d'un fait. La Côte d'Ivoire fait une demande à tous les pays européens pour demander d'instaurer un visa. Non, c'est eux qui ont décidé d'instaurer. Mais là, on parle de la Côte d'Ivoire qui dit, bon, si les gens viennent là-bas, faites-leur payer, on va vous donner de l'argent, nos citoyens vont payer, mais nous, on ne paye pas. Non, mais c'est même pas ça. On est contraint d'avoir des visas pour aller dans certains pays. Ça a empêché la fraude à la nationalité. Oui, mais dans le cas d'espèces, parce que dans le cas d'espèces, c'est un grand sujet à débat. Non, en fait, c'est vous qui devez arrêter. Parce que en fait, je pense que les raisons sont claires. Qu'est-ce qui fait qu'on a instauré le visa entre la Côte d'Ivoire et le Maroc sur 2 ans? Si on a su, qu'est-ce qui fait? En fait, le problème, c'est quoi? On a constaté avec des rapports clairs que des gens se retrouvaient au Maroc avec la nationalité ivoirienne fraudée. Quand on a vérifié, je finis, quand on a fait des vérifications, il n'en était rien. Et là... Il y a des gens qui travaillaient donc, du Maroc en Italie, n'avaient pas besoin de passer même par leur pays, et par notre pays. Qu'est-ce qu'on fait? On veut faire le tri. Mais la plupart du temps, les Ivoiriens qui vont au Maroc, ils y vont pourquoi? Parce que même quand on fait le visa, aujourd'hui, on vous dit... Vous avez votre hôtel, il faut éviter que les gens partent à la mer, il faut éviter que les gens partent se balader pour se balader. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui a eu le bac, qui veut aller au Maroc, c'est très clair, il va étudier, il n'y a pas de problème. Puisque c'est comme ça aussi quand nous allons en Occident. C'est très clair. Pourquoi ils vont au Maroc? S'il va pour l'avenir, parce qu'il veut aller à l'école, il n'y a pas de problème. S'il va se balader, je pense qu'il y a des restrictions. C'est pour envoyer l'Ivoirien à une prise de conscience pour dire
que n'allez pas là-bas pour des balades et vous n'allez pas aller au risque du danger. Voilà, c'est tout. Non, moi, je pense que les abus, en fait, c'est les abus. Attention quand tu dis quand même qu'on tout c'est parce que ça vient du gouvernement qu'on critique ça. Non, j'ai l'impression. Je n'ai pas dit, j'ai l'impression. C'est un non argument. Tous les sujets sont à discuter, attention. Tous les sujets sont à discuter ici, c'est pas parce que c'est du gouvernement, tous les sujets sont à discuter. Voilà, attention. On va avancer donc en rappelant quand même la sortie du ministre Bagando Diomandié qui confirme, je cite, « Il ne se passe pas de jour où les services de passeport n'interpellent 2 ou 3 personnes. » Fin de citation publiée par le Nouveau Réveil. C'est cela, donc c'est sur ce sujet. Maintenant, le Maroc est concerné comment? D'accord. Non, mais c'est vrai. Il y a un groupe qui insiste pour que, déjà donc à la base, donc, tout soit assez ficelé pour ce qui concerne l'obtention de notre passeport. C'est cela. On y reviendra. C'est un sujet assez important qui nous intéresse tous. Vous comprenez pourquoi on a duré là-dessus. Bon, voilà. Allons-y tout de suite avec la suite de cette émission. Ça fait l'actu. Nouveau sujet. Présidentielle 2025, Charles Blé Goudé mobilise la population sur l'importance de la carte d'identité nationale. Est-ce que c'est un nouveau rôle pour Charles Blé Goudé? Dans quoi se positionne-t-il? Mais finalement, Charles Blé Goudé, on en parle avec Gandhi? Bon, oui, en fait, le leader du COJEP, Charles Blé Goudé, a fait encore une publication. Je pense qu'à travers en fait, sa page Facebook, et là, ça fait jaser. Il parle plutôt de carte d'identité. Il invite tout le monde, un Ivoirien, une carte d'identité, et un Ivoirien, une carte d'identité. Carte d'identité, carte d'identité. Pourquoi tu fais ça? En fait, excusez-moi, c'est comme les Ivoiriens qui disent maintenant. Oui, maintenant, mais il dit maintenant. Carte d'identité. Voilà. Non, on aime la diction ici à la télévision. C'est la diction, en fait. Voilà. Donc, la carte d'identité. Très bien. La carte d'identité. Donc, qui invite les Ivoiriens, en fait, chaque Ivoirien une carte d'identité. Ben, c'est un message, je pense que... Moi, à mon niveau, ce que je veux dire, je me demande aujourd'hui, je m'interroge, que veut en fin de compte Charles Blé Goudé, si je peux m'exprimer ici, voilà. Il invite en fait les Ivoiriens, ce qui est normal, ça c'est tous les jours, mais je veux dire, ce qu'on attend, ce que moi j'attends aujourd'hui de Charles Blé Goudé, leader d'un parti politique, ce sont ses propositions à pouvoir gouverner la Côte d'Ivoire, comme lui-même le dit. Je veux plus l'écouter, je veux plus l'entendre sur ses propositions. Ça, c'est déjà bon. Non, je veux dire, il n'y a pas de problème qu'il fasse ce rappel, puisqu'on a besoin d'une carte d'identité pour aller voter, on a besoin d'une carte d'identité pour s'inscrire, ça c'est normal. Mais je veux dire que je l'attends sur des grandes lignes, en fait. Voilà. Je l'attends plus sur les proverbes, je l'attends plus sur ce genre de débat, mais je l'attends sur des grandes orientations. Voilà. Non, mais non. Oui, effectivement, on a tous hâte de voir que propose Charles Blé Goudé pour les... Justement, vas-y, termine. Non, je t'en prie, vas-y. D'accord. On a quand même une vidéo de Charles Blé Goudé qu'on va regarder tous ensemble. Après, on va continuer donc, à discuter sur ce plateau. Je vous demande au président des jeunes, à la présidente des femmes, sans distinction de parti politique, veillez à ce que chaque jeune, chaque femme, chaque homme de ce village ait ses pièces administratives et soit inscrit sur la liste électorale. Je me répète, la seule voie du changement que moi j'ai choisie, c'est la voie des urnes, la voie du vote. Chacun dans ce village, chaque enfant, chaque jeune, chaque femme, chaque homme doit tout faire pour avoir sa carte électorale. Pour y arriver, tu dois avoir ta carte d'identité. Charles Blé Goudé, avec la hargne qu'on lui connaît, dans quel cadre as-tu tenu ce propos? Je pense que c'est dans le cadre de la mobilisation du COJEP. Il était en train de faire le tour en fait, du pays quand il est arrivé. Et là, il profitait pour inviter, comme il a dit lui-même, tous les jeunes, en fait, tous les Ivoiriens, toutes tendances confondues. Il ne s'adressait pas à des militants d'un parti politique. Il invitait tous les Ivoiriens à s'établir une carte d'identité en fait, dans l'option des présidentielles de 2025. D'accord. Donc, rappelons que c'était dans la ville d'Adzopé, à l'est de la Côte d'Ivoire, au pays Attié. Donc, Aïcha. Oui. Comment juges-tu cette démarche politique de Charles Blé Goudé? Oui, non, Gandhi a parlé du fait qu'il soit toujours dans les proverbes. Mais là, justement, il a dit un Ivoirien, une carte d'identité. Là, on n'est plus dans le proverbe. On est dans un Ivoirien, une carte d'électeur. C'est très concret. Et la carte d'identité est un corollaire de la carte d'électeur. C'est tellement important. C'est important pourquoi? On va se dire les choses. La carte d'identité, répondez dans les commentaires ceux qui regardent en ligne, combien d'entre vous ont une carte d'identité ivoirienne? Si vous l'avez, combien de temps vous avez mis à l'avoir? Moi-même, depuis 2017,
J'ai déposé un dossier, comme beaucoup de gens que j'ai interrogés même aujourd'hui. On a eu à refaire nos dossiers. Donc on a fait des recours plusieurs fois. C'est de l'argent aussi, hein, certes. Peut-être pas beaucoup pour certains, une fortune pour d'autres. Ça peut décourager aussi, comme le visa. C'est un facteur décourageant. Donc, mais on va rectifier, on va préciser pour que tu poursuives, hein, que c'est une anomalie, que l'ONESI est en train de s'activer à régler, mais très rapidement. Mais oui, effectivement, mais en attendant, on a un mois, qui est le mois prochain, pour s'inscrire au niveau des listes électorales. Et pour l'instant, on n'a pas d'informations contraires. Donc ça va durer un mois et tout le monde n'a pas sa carte d'identité. Je demande encore combien de personnes l'ont. Et comment on fait dans ce cas-là? Ça, c'est un problème majeur qui devrait même prendre au corps ceux qui s'occupent justement de la liste électorale. C'est tant qu'on ne peut pas voter, on ne peut pas parler de démocratie réelle, en fait. Très bien. Il faut recenser combien de personnes ont cette carte-là. Voilà. Je pense que c'est deux choses. C'est déjà, il faut aller entamer justement la procédure pour se faire sa carte d'identité. Et puis, il faut justement que ceux qui sont chargés de nous délivrer ces cartes d'identité, qui sont quand même des droits citoyens dont on bénéficie, puissent le faire dans les temps afin qu'on puisse voter. Je pense que Charles Blé Gouté est totalement dans son rôle. Ça reste un leader donc, politique en Côte d'Ivoire. Et s'il peut utiliser justement son influence pour amener, parce que là, on est vraiment dans la phase où il faut sensibiliser au vote, il faut sensibiliser à l'inscription sur la liste électorale, il faut sensibiliser à l'obtention des cartes d'identité donc, qui permettent de voter. Il est totalement dans son rôle de leader politique. Et je crois que Gandhi parlait du programme. On est tous curieux de voir les programmes de chaque parti politique, mais comme tu le sais, Gandhi, on n'est pas encore arrivé au moment des programmes politiques. On n'est pas encore à ce stade-là. Dans le processus électoral. Non, mais pour un leader politique, on n'attend pas forcément la campagne. Il y a des grandes lignes. Mais là n'est pas le débat, en fait. Il y a toujours des grandes lignes. Et là, qui te dit qu'il ne le fera pas? Là, il est juste en train de sensibiliser. Moi, je ne suis pas contre la sensibilisation. Je dis, Charles Blé Gouté, on le connaît déjà comme un leader. Ça, c'est déjà un acquis. On le connaît comme quelqu'un qui a des proverbes. C'est applaudi. Mais là, au niveau de la carte, il invite déjà... Il a dit, toutes tendances confondues, tous les Ivoiriens. Mais il y a mieux que ça pour lui. En fait, pour sa tante. C'est là que je l'invite, en fait. On attend mieux que ça de lui. C'est ce que je veux dire. Et ça n'engage que moi. Sur quel terrain pourrait-on l'attendre? Je l'attends, par exemple, sur ce qu'il propose sur l'école, sur l'éducation, par exemple, sur la santé, sur tout ce qui concerne les collectivités territoriales. Est-ce qu'il peut donc, je veux dire tout ceci quand il ne sait pas encore que... Oui, mais en fait, vous voyez, les grands partis politiques, les partis politiques, les gens qui s'engagent déjà. Aujourd'hui, quand vous prenez un leader comme Assalé Timoko, quand il dénonce la corruption, c'est des faits de société. Quand déjà, par le passé, des gens, je ne veux pas citer les leaders politiques qui ont géré ce pays, parlaient déjà de leurs propositions. En fait, c'est là que je l'attends. Pour une carte d'identité, on n'a pas besoin... La carte d'identité ne sert pas seulement à voter. Elle ne sert pas seulement à aller voter la carte d'identité. Chaque citoyen sait qu'il doit avoir une pièce d'identité pour beaucoup d'autres courses administratives. Ça, c'est normal. À le rappeler pour Charles Blé Gouté, c'est déjà bon. Mais je dis qu'il y a mieux que ça qu'il devrait faire et là où les Ivoiriens l'attendent. D'accord. Voilà. Oui, bon, en même temps, on est quasiment à la veille du prochain enrôlement. Donc, c'est normal que les partis politiques sensibilisent, appellent. La CEI invite même les partis politiques à le faire. Et puis, c'est l'une des fonctions des partis politiques, la socialisation politique, etc. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt normal qu'il le fasse. En revanche, là où je rejoins Gandhi, c'est qu'on le trouve plutôt mou, notamment dans les propositions, mais au-delà même des propositions, simplement même la critique, lorsqu'il y a des faits de société. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est plutôt réservé pour l'instant, parce qu'il n'est pas candidat, il attend d'être amnistié, il y a des négociations politiques dans ce sens. Je ne sais pas s'il ne veut pas trop fâcher, donc il y va avec le frein en main, mais je le trouve très peu présent quand il s'agit de critiquer ou de dénoncer. Et puis également, en termes de propositions, d'idées, pas de programme pour l'instant, mais les grandes lignes de son parti déjà. Est-ce que c'est quelqu'un qui est contre le CFA, pour le CFA? C'est un parti panafricaniste. Le panafricanisme aujourd'hui est à la croisée des chemins. On dit toutes sortes de choses sur le panafricanisme. Quel type de panafricanisme il propose? Parce que ça fait partie de la définition du parti. Donc il y a ces questions-là sur lesquelles on les attend. À moins que je me trompe, jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu, par exemple, de site internet du COJEP, je crois qu'ils n'ont pas encore le site internet. Leur page Facebook, ils n'ont pas encore certifié, tu vois. Il y a ce genre de choses-là que je pense que le parti devrait commencer à construire pour davantage se professionnaliser et surtout proposer une offre concrète politique. Surtout que je rappelle que son parti, les dernières élections auxquelles ils ont participé n'ont eu aucun siège et les toutes dernières élections qu'on a eues en Côte d'Ivoire, régionales et municipales, ils n'ont pas du tout participé. Moi, je voulais juste embrayer sur ce que Gandhi a dit. Je suis d'accord aussi, je le rejoins sur ça, dans le fait que
on n'a pas l'impression pour l'instant d'entendre beaucoup d'idées, effectivement, de projets, de propositions concrètes. On parle beaucoup pour l'instant d'administration, en fait. Malheureusement, c'est peut-être de leur fait, pas de leur fait. Beaucoup d'administratifs, pas assez de concret. Qu'on soit de gauche ou de droite, être de gauche ou de droite n'est pas un projet en soi. C'est pas être de gauche ou de droite qui va régler le problème des suicides qui sont récurrents de plus en plus. C'est pas être de gauche ou de droite qui va régler le problème des constructions anarchiques qui provoquent des feux parfois dans Abidjan ou dans d'autres communes. C'est pas être de gauche ou de droite qui va régler le problème de la vie chère en fait, à Abidjan et à l'intérieur du pays. Il nous faut des projets concrets aussi. On parle beaucoup de forme, pas assez de fond. De toute façon, on attend quand même Blé Goudé là-dessus, pourquoi pas? Parce qu'il a fait une sortie où il disait « Je ne suis pas quelqu'un, je ne fais pas une association pour enlever quelqu'un du pouvoir, mais surtout pour proposer un programme de fonctionnement de gouvernement, des idées donc, pour faire bien fonctionner le pays. » Il l'a dit, ça veut dire qu'il attend le moment précis pour déployer l'arsenal ou proposer des idées. C'est maintenant? Ouais, non, mais est-ce que c'est maintenant? Aïcha l'a dit hier. Il ne s'est pas éligible pour le moment. Oui, mais Aïcha le disait hier. Non, même s'il n'est pas éligible, c'est un parti politique. Il n'y a pas que lui. Et c'est ça le problème en Côte d'Ivoire. Les gens pensent qu'il n'y a que pour que la politique puisse bouger, mais leur parti politique. Le constat l'a été au Sénégal. L'autre n'est pas candidat, mais Charles Blé Goudé, après lui, je pense qu'il y a un premier vice-président du COJEP. Voilà, donc je dis que la vie ne se limite pas aux leaders. La vie, c'est un parti, une dynamique. Qu'est-ce que le COJEP aujourd'hui nous propose depuis qu'il a été parti politique pour l'éducation, pour la santé, pour les constructions anarchiques, pour les incendies? Quel espoir il donne aux gens? Quel espoir il donne aux gens pour le suivre? Voici le débat. Faire la prison, ce n'est pas un projet politique. Dire qu'on a fait, ce n'est pas un projet politique. Qu'est-ce que vous proposez pour que la Côte d'Ivoire change de mieux? C'est ce qu'on attend des leaders politiques. Est-ce qu'on ne pense pas qu'il est dans le factuel, ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui? Je veux dire, mobiliser sur l'obtention de... Je ne suis pas contre le factuel. En fait, vous voyez, c'est comme un père de famille qui, chaque jour, ses enfants mangent, mais déjà, du 10 ans, 5 ans, il a déjà une projection pour les enfants. D'ici 5 ans, Charles Blé Goudé qui va être prêt, d'ici 10 ans, qu'est-ce qu'il nous propose? Voici en fait le débat. Non, mais je vais te rejoindre parce que, effectivement, là où je rejoins Gandhi, c'est que de façon générale, sur la scène politique ivoirienne, on a toujours l'habitude d'avoir des opposants qui ne proposent rien de concret et qui critiquent uniquement le parti au pouvoir et qui sont juste en train de ressasser les mots politiques qu'ils ont pu avoir, en train de ressasser le passé, etc. Donc moi je suis d'accord de dire on les attend cette année sur des programmes, vraiment sur des propositions pour faire évoluer la société ivoirienne, mais malheureusement aujourd'hui, à l'heure actuelle, à la veille de ces élections, mais qui n'est pas encore vraiment la veille de ces élections, on ne peut pas encore leur amputer le fait qu'ils gardent pour le moment leur programme. Les grandes lignes. Et nous voudrons donc lancer un appel à Charles Blé Goudé à venir sur notre plateau. Il est habitué déjà donc à notre plateau, donc il pourra venir. Pour qu'on puisse l'entendre un peu, peut-être que vous allez lui poser toutes vos questions pour connaître bien sûr le sens de sa démarche en ce moment. Et puis il y a l'ONESI aussi, donc, que nous appelons donc à rappeler les nouveaux délais donc, de délivrance de cette pièce nationale d'identité. Et puis toutes ces cartes d'identité, qui sont encore là-bas dans les bureaux, dans les tiroirs. Qu'est-ce que vous attendez, chers Ivoiriens, pour aller chercher vos cartes d'identité? Est-ce qu'il y a problème? Et puis pourquoi vous ne pensez pas que dès que vous avez 18 ans, là, vous devez aller faire votre carte? Est-ce qu'on a besoin de vous inciter à le faire? Ok? Voilà, donc on invite l'ONESI à nous rappeler la nouvelle date déjà. On va mettre une pause et à tout de suite. Et nous sommes de retour sur notre plateau du Talk des vacances, la charmante équipe, ma charmante équipe. Ce soir, vous les connaissez, c'est ceux qui sont là mais tous les soirs. Isabelle se repose de temps en temps et nous rejoint de temps en temps, c'est cela. Donc Gandhi est là, Arnaud Pied, Aïcha Crépi et puis Rayana est avec nous, Rayana assis. T'as dit quoi? Elle décale beaucoup en ce moment. Elle décale beaucoup en ce moment, oui. Même quand on fait le décompte pour venir à l'antenne, elle danse au rythme du décompte. Rayana assis. Vous la connaissez pas, la fille, Rayana assis. Vous la connaissez pas. Non mais travailler en télé, c'est chic quand même. Ben oui. 5, 4, 3. Deuxième temps donc, de cette émission, nous allons faire discuter donc, nos questions à Panonceau Réclame. Première question à Panonceau donc, dans ce talk des vacances. D'accord ou pas d'accord pour le partage équitable des charges dans le foyer? D'accord. Ça me fait déjà rire ce sujet. D'accord ou pas d'accord pour le partage équitable des charges dans le foyer? D'accord, pas d'accord? Arnaud Goï veut voir d'abord ce qui est. D'accord. Non, je ne veux pas rien avoir. D'accord, pas d'accord. Allez, Arnaud, sois courageux. Arnaud, sois courageux. D'accord, pas d'accord. Tu réfléchis à savoir si tu as passé bonne nuit ce soir après avoir dit ça.
D'accord. Arnaud, c'est toi qui commence. Oui, non, au fait, il y a deux choses. Arnaud est d'accord. Hein? Non, je suis d'accord. Équitable, pas forcément, mais en tout cas à proportion des moyens. Parce que personnellement, je suis très gêné quand on parle de est-ce qu'on doit faire 50-50, 70-30, 20, etc. Je suis gêné pourquoi? Parce que j'estime que s'engager, surtout quand on parle de foyer, de mariage, etc., je trouve que s'engager, c'est s'engager entièrement. Et bon, pour moi, j'estime qu'on doit s'engager à 100%, qu'on soit homme ou femme. Maintenant, après, je comprends que en fonction de la religion, en fonction des habitudes, en fonction de la société, etc. Chacun a ses choix, en fait. Chacun a ses choix. Si on estime que dans notre couple, l'homme doit tout payer, que la femme ne doit rien faire, OK. Si on estime que la femme doit tout payer, que c'est à l'homme de se reposer, OK. Mais je pense que... Comment tu le définis, s'engager entièrement? Quels sont tes calculs? Non, je parle en matière financière, en fait. Bah ouais, je me dis qu'il ne doit pas y avoir de restrictions, en fait. Il ne doit pas y avoir de restrictions. On doit s'engager pleinement. Tu donnes. Voilà. Explique-nous. Voilà. La loi. Comment tu fonctionnes? Bon, d'accord. Déjà, la loi dit que les différents époux doivent contribuer aux charges du ménage à concurrence de leurs revenus. Donc, ça dit que si l'un des deux conjoints touche 500 000 et l'autre touche 200 000 francs, il est clair que celui qui touche 500 000 francs misera plus, permettez-moi l'expression, misera ou participera plus que l'autre qui touche 200 000 francs. Mais moi, je trouve, pour moi, personnellement, et ça n'engage que moi, je trouve déplacé qu'on rentre dans des histoires de calcul de 20, 30, etc. Tout ça, lorsqu'on parle d'amour. Pour moi, quand on aime sans compter, on s'engage pleinement. Donc, pour moi, c'est 100%. C'est ton avis, mais quand on organise le foyer, il faut faire des chiffres, il faut faire des calculs quand même, quand on organise le foyer. Mais ça ne te dérangerait pas? Chacun met... Je ne vais pas, peut-être pas personnaliser, mais je vais donner l'exemple de personnes que je connais très bien. Par exemple, bon non, laisse, je peux pas. Non, dis pas le nom, mais vas-y, donne l'exemple. Bien sûr. Bon, globalement, l'idée que moi j'ai, c'est que chacun, en fonction de ce qu'il gagne, si je gagne 200 000 francs, je gagne 500 000 francs, que je sois homme ou femme, que je contribue aux charges du ménage. Ça, c'est mon avis. Moi, à quel niveau? Justement, pour comprendre son quand tu dis à quel niveau? Quand vous faites le budget, si ça tombe, sur 500 000, si ça tombe sur 500 000, tu dis, toi, tu prends combien, toi, tu mets combien, moi, je mets combien? Non, moi, je ne calcule pas comme ça. C'est-à-dire, moi, je touche 50 000, l'autre touche 20 000 francs, par exemple. Vous mettez 50 000 et 20 000 francs, ça fait 70 000 francs pour le couple. Et puis, c'est avec ça que vous faites face aux charges du ménage. Tout simplement. Donc, en fait, à la réalité, toi, dans ton cas, on ne pourra pas te solliciter, par exemple. Je pense que je donne un exemple. Tu as des amis qui te sollicitent, tu as tes parents qui te sollicitent, ça n'engage pas ta femme, ça n'engage pas ton couple. Mais quand on met de l'argent ensemble, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'argent de poche? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'argent pour les imprévus? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de l'argent pour soi-même, pour s'occuper de soi-même? Tu as pris au mot, en fait, parce que tu as dit l'autre gagne 50, l'autre gagne 20, et on met tout ensemble. Tu as dit qu'on met tout, en fait. Voilà. Donc, dans le tout, dans les 70 000, vous n'avez pas dépensé. Enfin, si vous rationalisez vos dépenses, que vous touchez tous les deux 70 000, vos dépenses ne feront pas 70 000. Je dis n'importe quoi, elles feront 50 000 francs. Les 20 000 francs restants, la femme peut avoir besoin de trucs, etc. Elle prend l'épargne, on enlève pour l'épargne, on enlève pour ceci, on enlève pour les imprévus, etc. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'idéalement, ça devrait fonctionner. D'accord, on va sur un pas d'accord. Réna. Non, je ne suis pas d'accord. C'est mon avis personnel. On sait, chacun son avis personnel, mais on aimerait savoir pourquoi. C'est 30 pour la femme. Voilà. C'est 30 pour la femme et 70 pour l'homme. Et je m'assume pleinement devant la télé ivoirienne. 30 et 70. Oui. Mais ça vient d'où? Non, c'est mon choix. C'est mon choix. C'est 30 et 70, ça me permet quand même de garder un certain équilibre, un certain... Moi, de voir monsieur toujours comme... Et là, si tu es plus payé que ton mari, imagine tu as 700 000, non, ton mari a 200 000. Non. Par contre, quand je dis ça, c'est pas quelque chose de figé. Je veux dire, si on est ensemble, quand on fait le budget, je veux dire, si tu es censé prendre 70 mais que tu n'as pas les moyens, je vais pas te dire de mettre 70. Je veux dire, on s'adapte à nos budgets. On s'adapte à nos budgets. Mais donc tu rejoins clairement Arnaud, finalement. Non, c'est pas la même chose. On met la cagnotte et puis chacun prend. C'est pas ça. Non. De façon équitable. Oui. Mais dans ma logique des choses, c'est 70-30. Maintenant, si la vie 70 a fait pour la femme, on précise. Hein. Non, 30 pour la femme, on précise. Hein. D'accord. Mais si la vie a fait que tu es tombé sur quelqu'un qui ne peut pas faire le 70-30 avec toi, vous êtes obligé d'aller sur l'équitable. Et l'inverse.
l'inverse, où toi tu payes les 70, la femme lui paye les 30. Si j'ai plus de moyens que toi, je mets les 70 et tu mets les 30, c'est ça. Donc dans ce cas, voilà. Très bien. Mais c'est basé sur la répartition des charges, c'est pas la cagnotte dont il parle. On ne pourra pas épouser une femme qui ne travaille pas alors. Parce qu'elle participera pas. Ouais, peut-être. C'est ça. Hein. Vas-y, dis-moi, Aïcha, t'as dit quoi? Non, moi j'ai dit que j'étais plutôt... Je me souviens même plus de la question. T'as dit d'accord, comment tu te souviens pas de la question? Non, par rapport à la répartition des charges équitable, c'est ça, hein. Non, j'ai pas oublié. Oui, alors effectivement, ça dépend des moyens. Effectivement, ça dépend des moyens. Je sais que traditionnellement, dans nos sociétés, en tout cas africaines, et d'autres, hein, il n'y a pas que ici, l'homme a énormément de charges. Il y a des femmes même qui ne s'approchent pas, qui ne regardent même pas un homme s'il ne peut pas assumer certaines charges. Il y a des hommes aussi qui vont dire qu'ils se doivent d'assumer, donc ils se mettent eux-mêmes une pression alors qu'ils ne peuvent pas s'assumer eux-mêmes. Donc je veux dire, il faut être réaliste avec soi-même. Et puis il y a beaucoup de... Hier, on a parlé de mariage arrangé. Il y a aussi des mariages qui sont d'amour, heureusement. Et je veux dire que l'amour ne cherche pas forcément la classe. Donc il y a des gens qui n'ont pas le même revenu et la même classe quand ils sont ensemble. Donc il y a une personne, en tout cas l'un des deux, dans le couple, qui peut absorber en fait toutes les charges, soit à 100%, soit pas à 100%. Mais je veux dire, il faut laisser la latitude en fonction des moyens, tout simplement, la personne qui a le plus de revenus, pour ne pas non plus, comment dire... à cause des traditions, à cause de certaines... bon, pas à cause, mais on parle de tradition, mais c'est beaucoup les religions aussi, hein, qu'on se dise des choses qui ont responsabilisé énormément l'homme. Hein, ça, il faut le dire aussi. Donc, je veux dire, si ça ne va pas chez lui ou s'il a besoin de se construire, il faut être patient aussi. Sur ce point, je vais te dire, à juste titre ou par erreur? Non, bon, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais je veux dire, arriver à un niveau où on peut s'occuper de toute une famille. Pour construire une famille, déjà, il faut arriver à un certain niveau, mais... Arriver à ce niveau-là, ça prend du temps en fait. Souvent, quand on parle de cadre, etc., c'est des personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine. Donc on est d'accord que la femme peut y arriver avant l'homme. La femme peut y arriver avant l'homme. Et il faut peut-être l'accepter aussi, pas le voir comme un défi ou autre, et peut-être se challenger dans le bon sens. Bien. Se challenger dans le bon sens plutôt qu'être ennemi dans une même maison par rapport aux revenus. Il faut trouver un juste équilibre en fait. C'est délicat hein, cette question. C'est très délicat. Et surtout que le respect... Je parlerai plutôt de contribution proportionnée. Contribution proportionnée. Okay. Pourquoi? Okay. Je vais écrire. Oui, la contribution, elle n'est pas, je ne dis pas proportionnelle, hein, je dis proportionnée. C'est-à-dire, en fonction de ce que vous gagnez, vous qui êtes l'époux ou l'épouse, votre contribution va dépendre de votre poche. Parce que si on veut aller sur... Mais ça m'étonne quand même, j'ai écouté les femmes, je voulais attendre où les femmes disent, bon, les hommes et nous sommes égaux. Parce qu'elles parlent d'égalité très souvent, on est au même niveau, mais quand il s'agit des charges, là, il n'y a plus l'égalité. Nous, on n'est pas les femmes, on est Rayana et Aïcha, on n'est pas les femmes. Non, mais moi, tu ne m'as jamais entendu parler de ça. Mais est-ce que vous engagez les femmes? Moi, je parle de façon générale, vous ne parlez pas au nom de toutes les femmes d'ici. Moi, je fais le constat général. Tu viens de dire l'inverse. Je parle de toutes les femmes. Laissez-le terminer. Je suis un peu d'accord avec lui, vas-y. Je suis très serein, tu peux compter sur moi. Très bien. Voilà, donc, en fait, tu peux compter sur moi. Jamais perturbé. Je suis quand même étonné en fait, que les femmes qui, à longueur de journée, nous disent non, en fait, il y a l'égalité selon même la loi, ne puissent pas défendre par principe le 50. Mais comme l'a dit tout à l'heure l'autre, nous, on a nos pesanteurs en fait, coutumières, sociales. En Afrique, déjà, quand on marie une femme, on a tendance à la mettre au second plan, les chosifier, contrairement à l'esprit occidental aujourd'hui où la femme peut c'est quand même fort, non, chosifier? Oui, mais c'est quand même fort. Parce que la femme n'a pas droit à la... Non, je vous dis, je ne suis pas en train... Je suis en train de plaider. Parce que le constat, c'est quoi? Comment tu peux imaginer que souvent, vous êtes dans un couple, la femme n'a aucun regard. Tu veux dire quoi? Il y a certains couples, tu veux dire? Non, mais il y a certains couples où les hommes sont particulièrement machos. Oui, attends, dans l'Afrique, on met la femme à quel niveau la plupart du temps? Dans nos sociétés ancestrales, si je peux m'exprimer ainsi. C'est en cela que tu vas voir qu'un homme peut marier 4 femmes. Mais ce n'est pas ça. Le débat aujourd'hui, moi, je suis pour la contribution proportionnée. Nous sommes dans un couple, j'apporte selon ma capacité, mes possibilités, dans l'honnêteté. Oui. Donc c'est d'accord, tu avais mis pas d'accord. On a dit 50-50. Non, il a dit partage équitable. Ah, ok. Partage équitable. Partage équitable. Non, je comprends. Là, je suis d'accord ou pas d'accord pour le partage équitable des charges dans le foyer? Non, je voyais en termes de... Et en matière de... Je veux dire, quand on dit charges, ce n'est pas forcément les charges financières, l'éducation des enfants, le ménage et tout ça. On peut vous entendre dessus. Dans la charge ici, moi, je pense que vous êtes en train de parler des charges pécuniaires. Si c'est charges comme ça, donc ça, c'est 50. Il y a plusieurs. Tu parles de quelle charge? Non, on en a fini avec les charges financières, n'est-ce pas? Il y a d'autres charges. Non, mais le ménage, l'éducation, le repas, l'éducation des enfants. Moi, j'ai compris charges c'est plus financières. 70-30. On a fini avec les charges financières. Je suis pas il y a plusieurs d'accord charges. aussi. On a fini avec les charges Parce que c'est pour la maison, c'est Écoutez-moi. Concentrez-vous sur moi. Surtout Gandhi. Restez concentrés. D'accord? Très bien. C'est moi qui bavardais. C'est toi qui bavardais. Non, justement, là, maintenant, on parle des charges, gérer la maison, tout ça.
C'est ça. Je ne suis pas d'accord encore, parce que ce n'est pas 50-50 maintenant. Comme financièrement, c'était quoi 70, 30 pour moi. Ouais. Là, maintenant, c'est 70 pour moi. 70 pour toi. Oui. C'est quoi la question? 70 à quoi faire? Pose la question. 70 à quoi faire? 70%. L'éducation de la maison, gérer la maison, faire les courses, non, et tout ça, là. L'éducation. Ouais. Mets dans ton panier ce que tu fais. Mets dans ton panier ce que tu fais. Ce que tu fais, c'est quoi? Dans tes 70, ça prend en compte l'éducation, le ménage, la cuisine. Gouverner la maison. Très bien. Prévoir les courses, toute la logistique de la maison, les enfants, etc. Et qu'est-ce que tu laisses à ton époux? Pardon? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Les factures? Mais tu as dit, on a fini la partie financière. Non, mais je pose la question. Il t'échahute. Gandhi. Oui, non, moi, bon, je maintiens ma position. Hein. Je pense que, bon, on le fait selon la possibilité. Hein. C'est ce que j'ai appelé la contribution proportionnée. Hein. Voilà, en fait, quand tu es apte, quand tu es libre. Parce que dans l'amour, à la réalité, on ne calcule pas. On s'y met follement, mais dans la franchise. D'accord. Voilà. Les charges qu'on a citées, de façon concrète, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ta femme fait? Moi, il fait tout. Et ma femme ne fait rien, ma femme peut tout faire, il ne fait rien. Et on peut faire 50%. À quel moment? Donc chacun sa semaine? Oui, non, après la cuisine, après le ménage? Attends, moi je veux dire par exemple, je décide par exemple de payer les factures d'électricité et d'eau, je peux le faire si j'ai de l'argent, j'anticipe. On n'est plus sur l'argent, on est sur le ménage, l'éducation des enfants, faire le repas, on est sur ça. On le fait ensemble, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gêne pas, ça me gêne pas. Malheureusement, moi je ne sais pas préparer. À hauteur de qui peut. Ouais, merci, à hauteur de qui peut. Oui, moi, comme pour le point tout à l'heure, déjà, je suis contre le fait de rattacher une tâche à un sexe, en fait. Je pense que, bon, personnellement, moi par exemple, j'adore faire la cuisine. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever, tu vois. Donc, je déteste déjà le fait qu'on attache une tâche particulière, ménagère, etc. Balayer, c'est pas féminin, c'est pas masculin, c'est juste une tâche à faire, en fait. Donc, pour moi, en termes d'organisation des tâches, pour moi, c'est simplement en fonction du temps. J'estime qu'en fonction de l'organisation du temps, de la pression au travail, des heures de travail, etc., le couple doit pouvoir s'organiser. Très bien. Rapidement. Pareil, en fonction du temps de chacun. Et je connais aussi des couples mariés ou pas qui ont peut-être alterné. C'est-à-dire que l'un a lancé sa carrière, donc établi sa carrière, et puis l'autre était peut-être à la maison, parce que l'éducation des enfants, c'est quelque chose à part entière. Hein. Peut-être qu'on pourra parler un jour du homeschooling, le fait de faire l'école à la maison. Ça marche pour beaucoup de gens qui sont devenus des grands de ce monde. Donc ça dépend du temps aussi. D'accord, merci. Deuxième question, à Panonso, apprêtez-vous. Pour ou contre le retour du service civique à l'école en Côte d'Ivoire? Pour ou contre? D'accord, pas d'accord? D'accord? Service civique. Ça dépend des arguments. D'accord. Plutôt service militaire. Ouais. D'accord. Tout le monde est d'accord? Tu as dit service civique, hein. De toute façon, on voit des militaires derrière toi. Donc ça peut service civique, service militaire? On part sur service militaire? Pas d'accord. Selon, donc rapidement, d'abord, service civique à l'école. D'accord? Rapidement? D'accord, pourquoi? On en a besoin. On en a besoin? On en a besoin. On en a vraiment besoin, rien que pour avoir plus de citoyens responsables, pour avoir moins d'incivisme. Déjà, on en parle tout le temps sur ce plateau, que ce soit sur la route, que ce soit sur les questions de la pollution, que ce soit même concernant les droits et devoirs citoyens. On en a vraiment besoin et ça commence dès le bas âge. Très bien. Je vais rappeler le chiffre, hein, c'est 95% d'accidents de la route qui sont liés à l'incivisme, donc à l'humain. L'incivisme du côté humain. C'est très grave. En plus de ça, je vais encore revenir sur l'orientation, pardon, mais ça peut provoquer aussi des orientations chez certains. C'est comme des stages d'immersion, en fait. Oui, le service civique permet de découvrir une profession aussi, et donc de se faire une idée de sa future orientation. Je trouve ça plutôt bien par rapport à ça. D'accord. Moi, je suis d'accord pour le service civique, mais je vais aller plus loin. Moi, je suis plutôt d'accord pour le service militaire. On va revenir au service militaire, mais rapidement, on est sur le service civique. Le service civique, pour les enfants, c'est tout à fait normal. Ça discipline et puis ça donne des valeurs à la société. Oui, pareil, parce qu'on a une paix de valeurs, une paix du civisme, donc c'est bien de pouvoir inculquer ça. À l'école, on fait ECM qui a une nouvelle dénomination maintenant, c'est EDHI, c'est ça? C'est ça. D'accord, c'est qu'une heure de cours, c'est pas suffisant oui, mais quand moi, même. Je me rappelle, nous sommes tous d'accord, ECM c'était cool, on joue, on aimait bien. Une heure de jeu. Ouais, c'est des cours qu'on se permettait de tirer des fois. Ouais, c'était pas très... Il faut que ce soit sérieux, il faut que tout le monde soit obligé de faire ce cours-là. Hein, il faut que ce soit plus long, dans l'emploi du temps et pratique aussi. Allons dans la pratique, allons dans les visites en entreprise. Surtout, il faut que l'école inculque ça. Quand tu vas dans d'autres pays, les valeurs même de l'école sont affichées dès que tu rentres dans l'école. C'est pas que dans d'autres pays. J'ai visité des écoles en Côte d'Ivoire où les valeurs sont affichées en fait. Les enfants vont dans une école où les valeurs sont affichées. Exactement. Ce que je vais Gandhi, t'as fini un peu quand même. Vas-y, termine. Il plaide. Tout terminé, vas-y, termine. Il a fait, je suis en train de perdre mes mots. Voilà, donc j'estime que
Au-delà du SEM cours, 1 heure, 3 heures, etc., qu'on pourrait octroyer pour cette discipline-là, il faut que l'école même se mette dans cette démarche-là. Il faut que la salubrité, prendre soin de l'école, etc., que dans la construction même de l'école et dans la conception même de l'école, on ait ces différentes valeurs-là qui soient intégrées. Et que ce ne soit pas juste une discipline dans laquelle on doit valider. Alors, rapidement, sur le service militaire, rapidement. Moi, ce que je voulais dire sur ça, à la vérité, en fait, tout ce qui est service civique, tout ce qui est valeur, en fait, cette promotion part des gouvernants. C'est eux qui doivent être le pacemaker. C'est-à-dire que eux, de là-haut, les exemples qu'ils donnent, c'est là qu'on copie sur la société. Les exemples, les modèles qu'on nous présente dans les médias, les gens qui sont dans les... C'est comme ça, en fait, c'est ça le véritable pacemaker quand nous sommes dans la société. C'est ça le Mais si c'est difficile de le faire, il faut déjà dire aux enfants à l'école qu'il ne faut pas faire ça. Oui, mais l'école, c'est le reflet de notre société. Très bien. À la réalité, l'école, c'est le reflet de notre société. Je voudrais vous entendre rapidement, vers la fin de cette émission, sur le service militaire de retour à l'école. Pas d'accord? Rapidement, pourquoi pas d'accord? Pour les jeunes de 18 ans, à partir de 18 ans. Pour les jeunes à partir de 18 ans, service militaire, pas d'accord? Pourquoi? Parce que j'estime que chacun a sa personnalité. Il y a des personnes qui sont de nature pas forcément très rigides, qui ont des personnalités très différentes. On ne devrait pas avoir justement l'obligation d'être dans cette case-là. D'accord. Bon, j'hésite beaucoup, mais je vais dire pas d'accord plutôt par rapport à l'obligation. Mais ça peut aider beaucoup de gens aussi qui ont besoin de se recadrer. Peut-être la possibilité d'intégrer. Mais les pays africains, je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est une obligation. On devrait imposer, imposer le service militaire à partir de 18 ans. Ça rend discipliné, ça fait respecter les institutions, ça éduque. Et puis, je pense que ça donne, en fait, ce qu'on peut appeler le patriotisme. Voilà. Mais de 18 ans à quel âge? De 18 ans jusqu'à une certaine tranche, on peut dire 25 ans, obligatoire, sauf ceux qui sont malades. Mais à partir de 18 ans, ça veut dire que ça rend patriote, ça rend discipliné, et puis ça fait connaître les valeurs. De toute façon, ce qu'on sait, c'est que pour faire un service militaire, on fait une visite médicale d'abord, pour voir si on est apte ou pas. D'accord, et je rejoins pleinement Gandhi, ça inclut un certain nombre de valeurs. Très bien. Ça fait rehausser les valeurs, ça fait connaître les valeurs, ça rend fort, ça rend discipliné. Service civique, service militaire. Il faut y penser, au retour quand même, dans nos écoles. Il faut amplifier les cours de EDHI. Il faut leur donner peut-être un coefficient un peu plus élevé, un coefficient 1, un coefficient 2, pourquoi pas, pour que les enfants se rendent compte que c'est très important. Il faut les faire sortir pour aller, il faut que ce soit pratique, aller en entreprise, aller dans certains secteurs où ils rencontrent une certaine réalité, certaines réalités qui sont différentes de celles qu'ils vivent au sein de leurs établissements. C'était cela. On a discuté de tous ces sujets que vous avez appréciés. Commentez donc sur nos réseaux sociaux. On prendra plaisir encore demain à être avec nous. Et je voudrais que tout le monde dise avec moi ensemble. Shalom. Shalom.